écoutez Radio Landry, 10h. L'invité de 10h vous est présenté par la Maison de la Presse, 16 rue Saint-Sauveur à La Rochelle. L'invité du Breakfast Club avec Matteo Lordapic sur Radio Londres. Député de la première circonscription de la Charente-Maritime de 1999 à 2012, maire de 1999 également jusqu'en 2014, Maxime Bonneau est l'invité du Breakfast Club sur Radio Londres. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Aujourd'hui, nous allons bien parler de la ville de La Rochelle, que vous connaissez très bien, de la politique nationale que vous avez pratiquée lorsque vous étiez député, mais également de votre retraite, Maxime Bonneau. D'ailleurs, bientôt 1 an de la fin de votre dernier mandat de maire. Quel bilan tirez-vous de cette première année ? D'abord, une année de sérénité par rapport au rythme un peu effréné que l'on connaît lorsque l'on est maire d'une ville comme La Rochelle, où il se passe très souvent beaucoup de choses, mais aussi une année de réflexion, du temps mis à profit pour réfléchir sur ce qui avait été fait, sur ce que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas eu le temps de mener jusqu'à son terme. Une année aussi de réflexion sur la société d'aujourd'hui. C'est vrai que lorsqu'on est dans l'action, on ne saisit pas toujours toutes les subtilités, toutes les nuances des évolutions de la société. Et pourtant, c'est indispensable lorsque l'on se préoccupe de conduire une communauté, comme une ville ou lorsqu'on participe à l'élaboration des lois. Donc, finalement, une année de réflexion sur le rôle du politique dans la ville et dans la vie tout court. Vous avez passé une grande partie de votre vie à vous occuper de La Rochelle, de sa vie politique et citoyenne. Tout de suite, c'est le retour au calme. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Comment est-ce que vous le vivez encore aujourd'hui, ce retour au calme ? Je dois dire que je le vis avec une certaine gourmandise. Je retrouve le temps de lire, je retrouve le temps de voir mes amis, de voir un peu plus ma famille. Donc c'est quelque chose d'agréable. Beaucoup moins de stress aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais la vie politique est quelque chose de stressant si on veut faire face à ses responsabilités, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe autour de soi. Faut parfois réagir très vite à l'événement, donc s'imposer un recul et un contrôle de soi un peu permanent. Donc de ce côté-là, je le vis très très bien. Ce qui est plus difficile, effectivement, c'est de ne plus être acteur de la cité. Je me promène encore en ville en disant tiens, là faudrait qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse là, et puis je me dis bon, c'est plus ton rôle. En revanche, je vis la ville très différemment. Autrefois, quand je me promenais, je voyais tout ce qui n'allait pas. Ouais. Maintenant, je vois. Vous voyez la ville. Voilà, je vois la ville réellement telle qu'elle est. Ouais. Justement, Maxime Bonneau, est-ce que vous avez des regrets quant au fait d'avoir quitté la vie politique ? Non, le regret que j'ai, c'est que j'ai toujours considéré que, passé un certain âge, il était déraisonnable de vouloir représenter une population qui va de 14 à un âge très avancé, et que il fallait savoir se retirer à temps, faute de quoi aussi, à titre personnel, on ne sait plus rien faire d'autre. Et je pense que, j'ai 67 ans, il était temps de passer à autre chose et de veiller à ce que d'autres s'occupent désormais des destinées de cette ville. Alors, plus aussi sur vous, votre parti politique, votre famille politique aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, vous êtes encore membre du Parti Socialiste ? Oui, je suis toujours membre du Parti Socialiste. J'ai toujours mes convictions socialistes. Et je pense que, vous savez, la pensée socialiste, c'est une pensée qui s'est étalée dans le temps, qui s'est modifiée au fil du temps, qui s'est adaptée à la société. Je crois que le socialisme a encore de beaux jours devant lui, même si, bien évidemment, c'est une tradition et que cette tradition doit toujours être en phase avec les attentes de la société. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous souteniez les candidats PS au départemental ? Bien sûr, je suis... Oui, bien sûr, mais enfin, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'un tuteur, ils sont assez grands pour mener leur campagne tout seuls, donc c'est ce qu'ils font. Par ailleurs, oui, je cache pas le soutien que je porte à tous les candidats qui portent l'étiquette socialiste, ça me semble bien normal.
En 2012, lorsque Ségolène Royal perd les élections législatives, au soir de sa défaite, vous disiez vouloir, je vous cite, recoller les morceaux d'une majorité municipale émiettée par cette affaire dite Royal Falorni. Est-ce que vous pensez avoir remporté ce défi alors que Jean-François Fontaine a été élu maire contre Georges Mouillet en 2014? Non, à l'évidence, je n'y suis pas parvenu. Je n'y suis pas parvenu parce que certains n'en avaient pas la volonté. Et notamment le député actuel n'avait certainement pas la volonté de rassembler, effectivement, de faire partie d'un rassemblement et d'oublier un peu cette période-là. Bon, voilà, vous savez, on n'a pas toujours la capacité de faire ce que l'on avait souhaité. J'aurais aimé que les uns les autres jettent par-dessus les moulins les rancœurs et essayent de bâtir quelque chose. C'est possible, vous savez, les peuples se sont réconciliés, je ne vois pas pourquoi les individus ne pourraient pas. Ne pourraient pas. Alors, il y a bientôt un an, Jean-François Fontaine, candidat d'hiver gauche, gagnait les élections municipales à La Rochelle au deuxième tour face à Anne-Laure Mouillet, candidat de PS que vous souteniez. Est-ce que vous êtes content ou pas de manière générale de ce que fait Jean-François Fontaine à la tête de la mairie de La Rochelle ? Oh, vous savez, oui, d'abord, je constate que bien des choses qui sont inaugurées aujourd'hui étaient lancées par ce que le maire actuel appelle l'ancienne municipalité. Donc, je vois pas pourquoi je m'inscrirais en faux contre ce qui est en train de se faire. Non, je porte un regard. D'abord, je veux pas être trop le commentateur de la vie politique rochelaise, mais certaines choses m'irritent un peu, d'autres j'en approuve d'autres, vous savez. Par exemple je considère par exemple que la ville de La Rochelle est en très bonne situation financière. Voilà. Et puis c'est pas moi qui le dis, il y a un audit en cours de la Chambre régionale des comptes jusqu'à décembre 2013 qui dit que, en gros, qui dit que la situation est très bonne. Quoi. Voilà. Donc il ne sert à rien de dramatiser et de faire croire que la ville serait trop endettée, ou si là ça m'irrite un peu quand je lis des choses comme ça, alors que, voilà, donc quand je lis qu'il faut baisser l'endettement de 20%, je trouve que c'est un peu dogmatique de dire 20%. Non, il faut au contraire, me semble-t-il, investir plus que jamais, notamment dans tout ce qui concerne ce qu'on appelle un peu le vivre ensemble, la culture, le développement d'actions collectives, parce que la société est difficile aujourd'hui, la vie en société est difficile, et il faut encourager toutes les initiatives qui permettent aux gens de se rencontrer, de parler, de faire tomber les murailles. Et au contraire, des choses qui vous ont réjoui? Non, il y a des choses qui me semblent tout à fait pertinente. Par exemple, j'ai lu que le prochain conservatoire se ferait le long du canal, probablement. Je pense que c'est une très bonne décision. Donc voilà, mais de ces choses-là, je pense que, vous voyez, quand je disais que ce qui était difficile, c'était de plus être acteur. J'aimerais bien en parler très librement. En tant que commentateur, oui. En tant que citoyen. sans polémique, quoi. Il est normal qu'une équipe municipale prenne des décisions, et puis parfois on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, ça n'est pas bien grave. En revanche, ce qui n'est pas normal, me dit-on, c'est que le dialogue au conseil municipal, semble-t-il, est assez rare. Voilà. D'accord, très bien. Alors il y a un dossier tout chaud qui concerne les élections départementales des dimanches 22 et 27 mars. Gilles Gautrenaud, qui fut un de vos élus, a été exclu du Parti radical de gauche la semaine dernière pour s'être présenté face à Marie-Lise Fleuret-Pagnou, première adjointe du maire de La Rochelle. Il en est de même pour Guy Denier et Brigitte Baudry, cette dernière ayant figuré sur la liste d'Anne-Laure Mouillet en 2014. Ils font tous les trois partie d'un groupe d'opposition à Jean-François Fontaine à la communauté d'agglomération de La Rochelle, et ils ont également soutenu Ségolène Royal en 2012. Aujourd'hui, ils sont exclus du PRG, alors que l'actuel maire a été élu en tant que d'hiver gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire, Maxime Bonneau ?
Oh, ça m'inspire que ce genre de chasse aux sorcières n'est pas propice au rassemblement. Vous l'avez dit vous-même, quand on voit le parcours des uns et des autres, on a un peu le sentiment qu'on leur fait payer un certain nombre de fidélités. Or, moi, j'avais naïvement pensé que à l'occasion des élections départementales, des regroupements pourraient se faire, que justement, il y avait des histoires de binômes. On pouvait faire des binômes avec des gens qui avaient soutenu Anne-Laure Mouillet, d'autres qui avaient soutenu Jean-François Fontaine. C'était un signe fort à donner, un signe de rassemblement. Je sais que Michael Vallée a fait des propositions en ce sens, Michael Vallée étant le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et malheureusement, ces propositions n'ont pas été retenues. Voilà. Je sais que certains candidats, jusqu'au dernier moment, ont cherché à créer des binômes disons, avec des sensibilités différentes, et ils ont eu finalement une forme d'indifférence à leurs propositions. Je le regrette, voilà. Justement, cette opposition, vous avez soutenu Anne-Laure Mouillet, qui est aujourd'hui dans l'opposition municipale. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le travail de l'opposition en l'état actuel des choses ? Si j'en crois ce que j'en lis, je le disais tout à l'heure, il semblerait que les débats soient pas très importants au sein du Conseil. Alors, est-ce que c'est la façon de mener le Conseil ? Est-ce que c'est la façon dont les conseils sont retracés ? Je n'en sais rien. Mais c'est toujours difficile quand on est dans l'opposition pour arriver à s'exprimer, à faire passer un message. Je vois dans le dernier journal de La Rochelle, il y a un très beau texte d'Anne-Laure Mouillet qui justement prend un peu de recul par rapport à la situation rochelaise et replace ça dans un contexte beaucoup plus large. Je crois qu'elle a raison. Il ne faut pas que l'opposition se renferme sur les problèmes de bordure de trottoir. Ouais. Il faut au contraire défendre. Mais la difficulté, c'est que je sens qu'il y a une forte volonté à un moment ou à un autre, de pouvoir se retrouver, mais plus le temps passe et plus cela me semblera difficile. Ça me semble difficile. Très bien. Mais bon, la politique est... Enfin, un jour on peut être ami, l'autre ennemi, puis redevenir ami. Ouais, j'ai pas tout à fait cette conception de la politique. Moi, je crois que non, mais c'est pas forcément une très bonne conception de la politique, mais c'est ce qu'on peut observer. Je pense que ce qui est important, on nous demande pas quand on fait de la politique de partir en vacances ensemble ou de vivre. On nous demande de se mettre d'accord sur un programme et de le mettre en route. Voilà. Donc, moi, il me semble qu'il y aurait la possibilité de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses qui pourraient être faites ensemble, parce que quand même, en face de tout cela, vous avez des citoyens qui s'interrogent de plus en plus. Faut-il aller voter ? Moi, je vois des gens qui me disent « je vais pas aller voter ». Oh, ça sert à quoi ? Et notre véritable adversaire, c'est pas le voisin qui siège à côté au conseil municipal. C'est vraiment l'indifférence. L'indifférence, la dépolitisation, la perte de repères. Et moi, il me semble que se retrouver sur un programme municipal en disant « voilà, on fera ça ensemble, pour le reste, on n'est pas d'accord ». Moi, j'ai conduit des majorités où on avait des points d'accord et assez hétéroclite. Et on a fait des choses, voilà. Bon, voilà pour la politique locale. À présent, j'en appelle à l'ancien député socialiste que vous êtes, avec une loi qui a beaucoup fait parler d'elle avant d'être adoptée, la loi Macron, qui comporte une masse de mesures, dont le travail le dimanche, dont la libéralisation du transport en autocar, dont le dispositif pour relancer l'épargne et l'actionnariat et les actionnariats salariaux, je vais y arriver, bref, plein de choses. Vous, jeune retraité, quelle est votre vision de tout ça ? Et même plus globalement, du gouvernement Valls et de la politique menée par François Hollande. D'accord, alors je vais partir de la loi Macron. Je pense qu'il y avait un petit côté provocateur au départ, et que ce côté provocateur a été quand même largement gommé par le travail qu'ont fait les parlementaires. Il y a eu énormément d'amendements, à ma grande surprise d'ailleurs, pour la première fois, le ministre a été très attentif aux propositions des parlementaires, alors que généralement Bercy est une forteresse qui est sourde à toute autre récrimination. Il n'avait pas tellement le choix. Ouais, mais c'est semble-t-il quelque chose d'assez nouveau. Bon, sur le travail du dimanche, moi je considère qu'il faut savoir ce qu'on veut. Soit on a une société
société de consommateurs, soit on est une société de citoyens. Et la citoyenneté suppose qu'il y ait des moments où on puisse se retrouver ensemble en famille. Et si on veut une société de consommateurs, si c'est ça ce que veulent les Français, il faudra arrêter de se plaindre sur la perte du sentiment citoyen. Et puis voilà, le dossier est classé, on travaillera le dimanche quand on pourra, etc. Donc, il me semble indispensable de préserver un moment de retrouvailles familiales. Ceci étant, que dans des zones extrêmement touristiques, on puisse, avec des conditions de protection sociale, permettre de travailler le dimanche, ça me semble pas scandaleux. Interdire, par exemple, de travailler le dimanche sur l'île de Ré l'été, ça me semblerait stupide. Et je crois que là encore, vous savez, je crois de plus en plus à l'action locale. Donc dire les maires auront la capacité de choisir en fonction de leur territoire. C'est la grande question pour Paris. Voilà. Ça me semble peut-être une bonne solution. Voilà. Après tout, revenons à la proximité et au pouvoir de décision du maire. Le maire ou la maire, sont encore des élus qui ont la confiance des citoyens. Parce que quand ça va pas, on le sent très vite. Quand on se trompe, on a très vite compris qu'on s'était trompé. Donc, c'est peut-être la bonne approche. Vous l'auriez-vous voté, vous, cette loi Macron ? Je pense que je ne serais pas allé jusqu'à faire en sorte que le 49.3 dû être utilisé. Voilà. D'accord. J'aurais sans doute traîné les pieds, grogné, mais je me serais rendu probablement à la discipline de parti, parce que je crois que les partis politiques sont indispensables à la vie démocratique. Je pense qu'ils doivent exprimer de la pensée, et je pense qu'à un moment ou à un autre, on est majoritaire ou minoritaire dans son parti, mais on doit se ranger à la discipline de parti. Quand même, quand on lit Emmanuel Macron dans Le Monde d'hier, il dit, je cite, « Il y a la politique des artisans et celle des feignants qui consiste à regarder la surface de l'eau, on meurt de cela. » À l'heure où même le Parti socialiste et son secrétaire général a du mal à le suivre, Emmanuel Macron, c'est pas un peu déstabilisant? Si, c'est terriblement déstabilisant et c'est stupidement gratuit que de sortir des formules comme ça qui sont provocatrices, qui ne rassemblent rien et qui ne motivent personne. Voilà. Je pense que Emmanuel Macron vaut beaucoup mieux que ça, et je regrette qu'il se lance dans ce genre de sortie. Vous savez, moi j'étais inspecteur des impôts de formation. C'est pas un métier qui entraîne la sympathie. Et ça m'a permis de voir à peu près chacun exercer sa profession. Je peux vous dire que, en règle générale, quelle que soit la profession qu'on exerce, les gens gagnent leur vie à la sueur de leur front, quoi. Il y a pas, voilà. Et je trouve que cette façon de privilégier les uns, les montrer comme travailleurs, montrer les autres comme des... C'est vraiment une erreur, c'est diviser pour rien. Il faut apprendre au contraire à respecter le travail de l'autre, à se dire que oui, aujourd'hui, dans la finance, il y a les moyens de gagner beaucoup d'argent sans créer beaucoup de richesses, et c'est ça qu'il faut arriver à combattre. Ça se fera pas d'un coup de baguette magique, ça suppose une organisation au niveau international qui prendra du temps avant de se mettre en route, et ce sera une politique de petits pas pour revenir à une économie réelle. Autre sujet national et même international, on en parle beaucoup depuis 2 jours. 4 parlementaires français, PS et UMP, sont allés à la rencontre de Bachar al-Assad en Syrie. Manuel Valls condamne, François Hollande a condamné hier. Le Parti socialiste condamne au point de sanctionner les députés. Bref, a priori tout le monde condamne le fait que 4 parlementaires rendent visite à un boucher. Est-ce que la France, de par ses implications économiques avec les plus grandes dictatures de ce monde, est bien placée pour condamner 4 parlementaires en vadrouille en Syrie ? Oui, nous sommes des marchands d'armes. Alors, ça se fait pas comme autrefois en fondant des canons. C'est des technologies très avancées en matière de nanotechnologie, etc. Mais je crains que cette malencontreuse aventure de quelques députés qui se sont déplacés voir un
quand même un tyran Oui, sanguinaire, ça, voilà, c'est évident, qui a servi son peuple, qui l'assassine et qui le fait souffrir quotidiennement. Je pense pas qu'il y ait une relation entre la politique commerciale de la France et je crois qu'ils se sont laissés manipuler, que j'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Quand on peut pas faire un voyage privé dans un pays pareil quand on est parlementaire français. Voilà. Surtout qu'il y avait rien d'officiel, mais de là condamner moralement, ça c'est une chose, mais de là à prendre des sanctions. Oui, je vois pas trop les sanctions qui pourront être prises. Je pense que la sanction, elle est déjà prise par l'opinion publique. Quand on est député et qu'on est assis désavoué par l'opinion publique, moi j'irai me cacher au fond de la forêt de Mervan. Ce matin, l'ancien député et maire de La Rochelle était l'invité du Breakfast Club. Merci beaucoup Maxime Bonneau, c'est toujours un plaisir. Merci. Dans un instant, la suite du Breakfast Club, mais avant, musique. The Breakfast Club.